Avant de développer les deux solutions qui pourraient permettre de sortir de la crise, posons-nous la question de savoir s'il y a véritablement un risque déflationniste. Autrement dit, quelle face de la pièce, inflation ou déflation, va l'emporter? Ou la pièce va-t-elle simplement rester sur sa tranche, comme l'épisode de stagflation japonais des années 90? Dans le cas d'un scénario déflationniste, quelles seraient les étapes de cette spirale infernale? Dans ce contexte, peut-on raisonnablement envisager une nationalisation ciblée de certaines entreprises? Nous étudierons la stratégie française en la matière depuis 10 ans. Quelle est la stratégie de la Banque centrale européenne en matière de gestion de cette crise? Quels sont ses moyens d'action et ses réponses envisageables au niveau des États de la zone euro? Enfin, nous en viendrons aux deux solutions proposées, la solution 1, le 100% monnaie, et la seconde, la monnaie intermédiaire d'échange. La déflation, ou plus simplement dit, la contraction de la masse de monnaie en circulation. Étudions le schéma de la spirale déflationniste. Tout commence par un endettement massif des États, des entreprises privées et des ménages. Voici le graphe de l'évolution de la dette publique française en points de PIB de 1996 à 2019. En 1996, celle-ci s'établissait à environ 57%. En 2019, nous en sommes à 100 points de PIB pour un montant total de la dette de 2358,9 milliards d'euros. Après un surendettement de l'État, analysons la situation des différents agents non financiers. En particulier la situation des ménages, courbe bleue, et la situation des entreprises privées, courbe noire. Là encore, on peut remarquer une augmentation significative en pourcentage de PIB de l'endettement des entreprises qui passe de 73% en 2008 du PIB à environ 89% du PIB en 2018. L'endettement des ménages n'échappe pas à la règle. Il passe de 47% du PIB en 2008 à 59% du PIB en 2018. La baisse des taux d'intérêt a favorisé cet endettement massif. C'est un fait, que ce soit pour l'État, pour les entreprises privées ou pour les ménages, l'endettement a progressé de manière très sensible depuis 10 ans. La crise du coronavirus a causé une baisse d'un tiers de l'activité économique en France, d'après l'INSEE. Comme vous pouvez le constater sur le graphe, en date du 21 avril 2020, ce sont plus de 9,6 millions de salariés qui sont au chômage partiel. Certes, ce dispositif est provisoire. Une grande partie des salariés retrouveront leur emploi après le confinement, mais après cette baisse, ou absence d'activité pendant quasiment 2 mois. Malgré le report ou les exonérations éventuelles de charges, combien de PME vont mettre la clé sous la porte? La baisse ou l'absence de chiffre d'affaires peut conduire des PME à la faillite, entraînant une vague de licenciements importante. Un autre effet néfaste de cette crise est l'anticipation des marchés boursiers sur la baisse de l'activité économique mondiale. De peur du scénario déflationniste ou de baisse du marché des actions, les financiers se séparent de leurs actifs en optant pour une position très liquide, majoritairement en cash, pour saisir toute opportunité future du rachat d'actifs bradés après la crise sanitaire. Regardons l'évolution du CAC 40 depuis les années 2000. La bulle Internet a conduit à une chute du marché de 65%. La crise financière mondiale de 2007-2009 a conduit à une chute, elle, de 59%. La crise sanitaire du coronavirus a causé, il est vrai en un temps très bref, 37% de baisse du CAC 40. Pourtant, l'ampleur et la gravité de la crise actuelle, même si elle n'est pas bancaire pour l'instant, est sans commune mesure avec celle de 2007-2008, ce qui laisse à penser que la chute des marchés boursiers est loin d'être finie malgré des rebonds éventuels possibles. Analysons l'indice du climat des affaires.
L'indice du climat des affaires est un indicateur d'optimisme ou de pessimisme des acteurs du monde des affaires. Il y a une corrélation flagrante entre cet indice et l'évolution de la production industrielle. Je m'explique. Si l'indice du climat des affaires est favorable et qu'il augmente, c'est un très bon indicateur de l'augmentation de la production industrielle à venir. Inversement, un indice du climat des affaires baissier laisse à présager une diminution de la production industrielle. On remarque depuis 2018 une baisse de cet indice qui revient à sa moyenne base 100. Ce n'est pas la crise sanitaire qui va redonner le moral aux chefs d'entreprise. On peut donc envisager un pessimisme accru et par voie de conséquence une production industrielle en nette baisse. La surproduction des entreprises va se solder par une baisse des profits. Outre la baisse en capitalisation boursière pour les grandes entreprises cotées, cette surproduction pour les PME s'accompagnera d'une guerre des prix et pour certaines de faillite. Voici le point central de la déflation, la contraction de la masse de monnaie en circulation dans le circuit économique. L'évaporation de la valeur de certains actifs détenus en bourse, conjuguée à la vente massive d'actions et de titres, engendre une pénurie de monnaie. Ce phénomène s'amplifie avec une thésaurisation accrue qui gèle la circulation de la monnaie dans les échanges commerciaux. Tout le monde veut détenir de la monnaie au détriment de tout autre actif. Pour préserver leurs réserves obligatoires, les banques sont plus réticentes à octroyer des prêts aux ménages et aux entreprises. Pour écouler leurs produits en surproduction par rapport à la demande des consommateurs, les prix baissent, les prix diminuent. D'autre part, comme la masse monétaire décroît, la valeur de la monnaie, elle, au contraire, augmente. Enfin, cerise sur le gâteau, le poids de la dette, du fait de la contraction monétaire, devient plus important. Étudions le lien entre dette et inflation. Plaçons-nous dans une situation initiale avant inflation, avec une masse monétaire existante de 100 € et une dette de 10 €. La proportion de dette par rapport à la monnaie existante est de 10 sur 100, c'est-à-dire 10%. Étudions la situation après inflation, avec une masse monétaire qui double, qui passe de 100 à 200 €, avec une dette constante de 10 €. La proportion de dette par rapport à la monnaie existante est de 10 sur 200, c'est-à-dire 5%. Conclusion, le poids de la dette diminue dans le cas inflationniste. Étudions le cas maintenant du lien entre la dette et la déflation. Reprenons notre situation initiale, avant déflation, avec une masse monétaire existante de 100 € et une dette de 10 €. Regardons maintenant cette situation après déflation et du passage de la masse monétaire de 100 € à 50 €, toujours avec une dette de 10 €. La proportion de dette par rapport à la monnaie existante est égale à 10 sur 50, c'est-à-dire 20%. Conclusion, le poids de la dette augmente dans le cas d'une déflation.